Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Le Lunch Ride, ça continue avec votre soutien, mais également avec celui de ProBike Shop. ProBike Shop, c'est une des plus grandes enseignes européennes de vente de vélos et de pièces de vélos en ligne. C'est également un bel espace à Lyon, dans le quartier Confluence, avec l'ambassade où nous enregistrons cet épisode. De notre côté, on a envie de les remercier pour deux raisons. Déjà de nous soutenir avec ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre, mais également parce que ProBike Shop assure la distribution de nos magazines papier, Vojo Magazine volume 1, volume 2 et volume 3. Vojo, c'est une petite boîte et on a longtemps expédié nous-mêmes nos magazines avec des frais de port élevés et des délais parfois difficiles à respecter. On a finalement fait le choix de confier ça à des professionnels et cette partie logistique est assurée par ProBike Shop qui assure, va bien plus vite et surtout moins cher pour nos lecteurs. Vous pouvez retrouver toute notre collection sur leur site, alors merci à eux et retour au Lunch Ride. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Pierre-Édouard Ferry. Vous l'entendrez, c'est quelqu'un de difficile à définir, mais on peut le qualifier de freerider dans sa forme la plus pure. Passionné de vélo au sens large, il nous parle de ses années de compétition, de la naissance puis de la mort de la scène slopestyle, et comment il s'est retrouvé de l'autre côté des barrières avec une casquette de juge. Il nous parle aussi de la Rampage et du temps qu'il a passé à créer des lignes, des bosses, des pistes. Voilà, vous l'entendrez, pour celui qu'on appelle souvent PEF, le vélo ça se partage, ça se vit et c'est tout son monde à lui. Ce que je vais essayer de faire, c'est de permettre aux gens qui nous écoutent et de nous regardent de te connaître un petit peu plus. Donc moi je suis allé faire une petite recherche, j'ai regardé ce que tu faisais, puis je vois que tu roules en BMX, en vélo de dirt, en e-bike, en vélo d'enduro, en vélo de DH. Comment je fais moi pour dire ce que t'es ? Eh ben en fait, je crois que je suis juste un passionné de vélo en général. T'as oublié aussi le vélo de route. Le vélo de route ? Je me suis pas mis au cyclocross encore, je suis pas vraiment à la page, mais non, je suis juste un passionné de vélo depuis l'âge de 4 ans. Et je me suis jamais vraiment mis dans une seule case. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont passionné pendant 3, 4, 5 années. Puis quand je suis arrivé au bout un petit peu de ce que j'avais envie de faire, j'ai changé de discipline et j'ai fait autre chose. Et voilà. Et c'est en mouvement, ça évolue ? Ça évolue constamment en fonction forcément de l'âge, de la forme physique, de l'envie du moment, de l'endroit où je suis. Forcément, quand au mois de juillet je suis à Whistler, je vais pas faire du BMX quoi. Ou quand au mois de février j'ai la chance d'être en Nouvelle-Zélande et qu'il y a le plus beau champ de boss de la planète, je vais pas faire du e-bike. Mais ouais, en général c'est saisonnier. Ouais. Et si on commence par le commencement, le vélo pour toi ça commence dans la région de Lyon où tu te trouves toujours et ça commence par le BMX, c'est ça ? C'est ça, en fait je crois que au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été fan de off-road et d'aventure et j'avais un tableau dans ma chambre avec toutes les images du Paris-Dakar de VSD de l'époque et du coup pour moi c'était évident qu'il fallait que je commence par faire du vélo et du vélo forcément sur des dunes, des tas de terre, des bosses, je sais plus comment je l'appelais ça quand j'étais gamin mais donc c'est là où mes parents m'ont offert pour Noël mon premier BMX parce qu'à l'époque c'était un petit peu le vélo cross quoi comme on disait. Et donc tout est parti de là, j'en ai fait pendant sérieusement on va dire jusqu'à mes 20-21 ans et puis au bout d'un moment je suis arrivé vraiment à saturation, je suis aussi un amoureux de la forêt donc j'avais besoin de me retrouver dans les bois et pas juste dans un champ avec des bosses en terre. Et c'est de là en fait que m'est venue aussi ma passion pour le vélo. J'avais des copains que j'avais aidés qui venaient rouler avec nous en BMX, qui faisaient du VTT à l'époque chez Loisirs VTT, donc à Pau-Lyonnais, un magasin qui est très très connu aussi dans la région lyonnaise. Et du coup c'est tout un groupe de copains qui se sont formés, qui m'ont prêté un vélo au début, qui m'ont permis de m'y mettre parce que j'étais étudiant et ça j'avais pas forcément les moyens de m'offrir un beau VTT. Et puis de là est parti un petit peu les déplacements le week-end, les vacances entre copains aux Deux Alpes et puis à Morzine. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à faire du VTT sérieusement. Un petit peu comme tout ce que je fais. J'étais pas trop mauvais, donc on m'a aidé, et puis voilà. Et ce qui te faisait envie, toi, au départ, c'était descendre, c'était faire des sauts, c'était quoi ? C'était être avec des copains, Ce qui me faisait surtout envie au début, c'était de découvrir un nouveau sport, et puis évoluer dans une nouvelle discipline avec des nouvelles personnes. Et puis j'ai toujours eu des copains aussi qui sont restés depuis toujours, mais on a toujours évolué aussi dans des nouveaux groupes. Donc c'était d'aller dans la forêt, c'était de prendre un hardtail à l'époque, et puis aller faire une course de dual slalom. C'est vrai que c'était un petit peu le parallèle pour nous venant du BMX qui était le plus facile et le plus évident. Donc là je me suis retrouvé à Saint-Nizier à une course de dual
slalom où je connaissais personne et ah tiens lui il a un gros camion, j'ai pas de dorsale, je vais aller lui demander. Je me suis retrouvé à demander à Nicolas Vouillot, ce que je connaissais pas, qui me prête sa dorsale pour que je puisse faire la course, qui m'avait prêté avec grand plaisir. Est-ce qu'il s'en souvient? Il s'en souvient, ouais, bien sûr. Ouais. et puis je crois que j'avais fait 2e ou 3e sur la course, donc non, ça s'est toujours bien passé. Et toi, au contraire de pas mal d'athlètes qu'on a déjà eu dans le podcast ou interviewé sur Vojo, ta vie, ça n'a pas été la compétition. Ça n'a jamais été la compétition. Ça n'a jamais été la compétition. Ça s'est plus tourné, tu m'arrêtes si je me trompe, autour de l'image. Et ça a commencé comment? Avec des articles dans des magazines papier? En fait, pour vraiment... en fait, depuis que je suis tout petit, ça n'a jamais été mon but dans le vélo, ça n'a jamais été d'être le meilleur. En fait, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Donc j'ai toujours été, on va dire, fait partie de ceux qui étaient bons, qui avaient des aptitudes, qui étaient doués. Et les compétitions, enfin, quand je faisais du BMX, si j'arrivais le dimanche matin et que la piste, elle me plaisait pas, j'avais pas forcément envie de me surpasser juste pour avoir une médaille ou une coupe et dire que j'étais premier. Ouais. Et dans tout ce que j'ai fait un petit peu dans le vélo, ça s'est toujours un petit peu ressenti, quoi. Même les dernières compètes que j'ai fait avec la Rampage et tout, mon objectif n'a jamais été vraiment la victoire, mais c'est vrai que ça a toujours été beaucoup plus le partage, partir, rencontrer des nouvelles personnes, découvrir un nouveau spot avec les locaux. J'ai une énorme passion aussi qui est presque aussi grande que le vélo pour le shape. Du coup, j'ai un énorme respect pour les gens qui construisent des pistes, et c'est vrai que découvrir une piste avec le gars qui l'a fabriquée ou le gars qui a fait les bosses et tout, ça a toujours été un moteur aussi pour moi. Et donc forcément, quand je suis arrivé un petit peu au pied du mur de cette carrière un petit peu professionnelle. Ouais, parce qu'il fallait que tu gagnes ta vie. Il fallait que je gagne ma vie, donc j'ai eu des opportunités. Étant donné que ce côté compétition n'était pas en gros ce qui allait mettre de la soupe dans mon assiette, et je me suis orienté, on va dire avant les années 2010, vers l'image, la photo, la vidéo et tout ça, qui était à l'époque sur des magazines papier en fait. Et ça, c'est un boulot à l'époque qui m'a vraiment intéressé. Ouais. Et donc ça voulait dire travailler avec des photographes, avec des vidéastes, valoriser ça auprès de tes sponsors qui ensuite te font un chèque pour des projets ou pour l'année. Et c'est aussi pas mal de voyages. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de voyage Les souvenirs de voyage de vélo qui forcément étaient les premiers, parce que c'est les plus marquants qui ont été les premiers, c'était la grande époque Adidas, donc avec tous les Allemands, Carlo Diekmann, Schaffer-Strutter, Richie Schley, les frères Lacombe de Guy, donc là on était vraiment quand même une sacrée équipe, et là on faisait des grandes tournées où on partait tous ensemble. À l'époque Adidas, c'était vraiment c'était pas les années 2020 quoi, c'était vraiment full budget, il y avait rien qui les arrêtait, donc là c'est vrai que c'était un peu la grande époque et qu'on a vécu vraiment des moments exceptionnels. Et puis après ça a été des voyages aussi, des opportunités de malade avec Commensal, à partir construire des pump tracks dans les écoles au Népal. Qu'est-ce qu'on a fait avec Commensal? On a fait des beaux voyages aussi, hein. On a fait la Nouvelle-Calédonie aussi, où on a fait 2 pump tracks en Calédonie, où j'ai rencontré des gens exceptionnels. On a fait du vélo dans des endroits de malade. Mais ouais, toujours à travers justement c'est la rencontre, le partage avec les autres, faire aussi découvrir mon sport, aussi la vision que j'ai de mon sport en fait, qui n'est jamais passé par une médaille, une coupe ou une victoire, mais plus par le sourire et le plaisir que pouvaient prendre les gens justement à pratiquer le vélo, quoi. Et donc ça, c'est une relation étroite avec des photographes et des vidéastes, comme on disait tout à l'heure. Il y a des gens avec qui tu as apprécié travailler, ou des gens qui sont capables de bien mettre en avant justement ce que tu aimes dans le vélo? Ouais, après il y a les photographes, il y en a presque autant que de gens qui font du vélo, j'ai envie de dire. Il y a presque plus de photographes professionnels que de pros en vélo. Donc après des noms, il y en a plein, hein, mais ouais, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai aimé travailler au cours de ma carrière. Ouais. Pour toi, le vélo, tu l'apprécies surtout seul ou à plusieurs? Moi, le vélo, c'est pour l'entraînement. Ouais. Et le vélo plaisir, c'est à plusieurs, quoi. Le vélo, c'est un truc qui se partage. C'est comme on a 2 roues, il faut minimum mettre 2, 3, 4, 10. Après 10, ça devient un peu plus compliqué. Quand le premier arrive en bas de la piste et que le dernier n'est pas parti, c'est un peu compliqué. Mais non, ouais, le vélo, c'est vraiment des copains. On partage, on rencontre des gens. Puis c'est tellement facile aussi d'arriver
tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue que tu connais pas, t'as pas forcément de points en commun. Du moment où tu rencontres quelqu'un qui partage la même passion que toi, c'est tout de suite plus évident, plus facile, il y a tout de suite des liens qui se tissent. Moi j'adore l'humain aussi, donc je m'investis beaucoup dans mes relations, donc j'ai énormément de copains un peu tout autour de la planète. C'est un peu compliqué parfois pour prendre des nouvelles de tout le monde, mais ouais voilà, c'est vraiment le vélo à plusieurs quoi. Ok, mais tu nous disais que ta motivation principale, ça n'a jamais été la compète, mais tu as quand même été bien investi dans la scène slopestyle en France. Raconte-moi un peu cette époque, parce que ça s'est un petit peu perdu. C'est un petit peu contradictoire, parce que ça fait déjà depuis tout à l'heure, je dis que j'ai jamais aimé. Forcément, quand j'ai un esprit de compétition. Si je m'inscris à une compétition, je sais pas pour faire dernier. Donc oui, j'ai quand même la hargne et la niaque, et j'ai pas envie de finir dernier. Mais c'est vrai que la compétition c'est super intéressant quand on est vraiment à fond dans ce qu'on fait. Donc tu parles par exemple du slopestyle. Donc le slopestyle c'est les premiers contrats pro que j'ai signés dans le vélo, c'était pour faire du slopestyle. Donc Adidas, SRAM, à l'époque Specialized, Lapierre et tout ça. Et donc oui, le slopestyle, c'est vrai que ça a commencé à Whistler avec la Crankworx, la première année où personne m'attendait, j'étais pas connu et j'ai fait un top 10 quoi, donc c'était un peu incroyable. Et puis du coup ça m'a plu, je me suis entraîné, j'avais un terrain chez moi donc je l'ai modifié pour m'entraîner. Et puis c'était une époque où les sponsors avaient énormément aussi investi, on va dire à partir de 2006, 2007, 2008, il y avait énormément d'argent dans le monde du vélo qui est parti dans tout ce qui était freeride et slopestyle. Ouais. Donc avec la version pour les barjots, à l'époque je m'imaginais pas du tout faire ça, mais qui était la version Rampage, freeride, Josh Bender, Wade Simons, Richie Schley qui sautaient des falaises. Et puis nous à côté avec des plus petits vélos sur des plus petites bosses, quand même. Plus proche du dirt, plus proche du BMX Dirt, du BMX Park, qui était un peu la mixitude de tous ces sports, qui était le slopestyle en fait, qui vient du ski et du snowboard. Hein, Et pourquoi cette période qui t'a plu, pourquoi c'est passé ? C'est passé parce que j'ai fait ça quand même pendant 8 années. C'est pas passé que pour toi, c'est passé globalement en France où il y avait une série de contests qui n'existent plus aujourd'hui. Parce que il y a un truc je trouve qui est assez similaire à tous les sports. Je pense qu'un passionné de vélo à la base, c'est compliqué d'être passionné de vélo et passionné de foot. Ouais. Mais bon, le parallèle, j'aime bien le faire. Quand on était gamin, dans la cour de récré, on a tous joué au ballon entre copains. On a tous tapé dans un ballon, machin. C'était un truc qui était fun. Du moment où le sport, en fait, il prend de l'ampleur et qui devient compliqué, et ben on rentre dans un truc où ça devient vraiment un boulot hyper rébarbatif et tout ça. Et surtout que c'est censé être une discipline libre au départ. Voilà, donc c'est vrai que le slopestyle, on va sauter des bosses en terre avec les copains, on fabrique des bosses avec des pelles, des machins, et puis du moment où c'est devenu complètement irréaliste avec des tricks comme on voit maintenant, comme un jeune comme Paul Couder, les figures qu'il fait, pour les comprendre, on y réfléchit à 2-3 fois quoi. Donc c'est vrai que moi ça m'a complètement passé parce que c'était plus du tout mon image du vélo quoi. M'entraîner pendant 10 heures par jour dans un bac à mousse ou sur une bosse à copeaux, en fait j'ai complètement perdu le fil de la passion que j'avais pour le vélo en fait. Puis il y a d'autres choses qui sont arrivées en même temps que j'avais envie de faire. Et comme on n'a pas 200 ans de vie, faut faire un peu des choix. Et puis je pense aussi que c'était facile à l'époque de pratiquer le sport parce que c'était un sport qui était très simple. Mais maintenant qu'il faut un terrain d'entraînement, des bosses énormes et tout ça, le sport est devenu connu grâce au contexte comme le Nissan Qashqai qui a été pris à la montagne et qui est venu dans des villes. C'est devenu un peu mainstream, très facile à filmer. Parce que voilà, hein, t'as un stade de foot, tu filmes, t'as 2 caméras, beaucoup plus simple à filmer que de la DH ou que la Rampage. Donc c'est tout de suite arrivé, ça a fait tout de suite une arrivée fracassante. Les médias en ont énormément parlé parce que c'était un truc un petit peu nouveau. Mais c'est vrai que ça s'est un peu essoufflé. Un petit phénomène de lassitude, les sponsors qui se sont désengagés. Les sponsors qui se désengagent, ils avaient énormément investi à l'époque, justement où Red Bull aussi avait investi parce que c'était un sport qui faisait beaucoup d'images. Au bout de quelques années, ils se sont peut-être rendus compte que les investissements et les retours sur investissement n'étaient pas forcément ce qu'ils attendaient. Donc on va dire que j'ai eu la chance de vivre les belles années un petit peu du slopestyle quoi. Et maintenant,
le sport, c'est hyper essoufflé. En amateur et on va dire semi-pro, il n'y a rien, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de contest, il n'y a plus rien. Le FIS, c'est fini. Tous les petits contests qu'on faisait, nous, tous les week-ends en Europe, ils n'existent plus. Mais par contre, le sport, c'est ultra professionnalisé et il existe toujours. Quand tu regardes des contests comme les Crankworx et tout ça. Oui, mais justement, parlons-en, parce qu'en plus, on n'est pas à une contradiction près. Tu as dit que ta passion pour le slopestyle s'est essoufflée, mais tu es juge au Crankworx. Et justement, parce que ma passion de pratiquer le slopestyle s'est essoufflée, parce que j'étais arrivé, comme mon objectif n'a jamais été d'être le meilleur, et on va dire, quand j'ai réussi à faire des top 5 mondiales, des top 3 européens, gagner certains contests et tout ça, j'étais arrivé à faire ce que je voulais. Donc ma passion pour la pratique du slopestyle avait évolué, mais ma passion pour le sport en lui-même, pour moi le slopestyle aujourd'hui, ça reste le slopestyle et c'est toujours un sport de malade pratiqué par des mecs ultra techniques, je trouve ça magnifique. Et donc j'avais envie de redonner un petit peu au sport qui m'avait fait vivre et du coup d'être juge, parce que c'est vrai que moi ça m'est arrivé qu'il y a un mec qui connaisse pas grand chose au sport, qui nous donne des notes en fait, où on était là en regardant les résultats, on se demandait un peu ce qui se passait. Et donc c'est vrai que maintenant avec Jeff Gulevich, avec Grant Finder, avec tous les athlètes, les anciens athlètes qui sont de maintenant juges, disons que quand on juge les athlètes, on a été à leur place, on a déjà pris part à une compétition, on a déjà été au départ avec ce stress et tout ça, on sait ce que c'est quoi. Ouais, mais c'est un nouveau job que tu as dû apprendre quand même, parce que juger froidement, oublier que c'est des copains c'est un nouveau job, oui et non, parce qu'en fait quand tu es athlète en slopestyle, en fait, quand tu prépares ton run, quand tu réfléchis aux figures que tu vas faire, et en fait tu t'auto-juges en fait. Ouais. Tu te dis voilà, lui il va faire ça, moi je vais faire telle figure, donc tu fais boss par boss, donc tu essaies de calculer un petit peu les points que tu peux avoir. Donc je dirais pas que tous les athlètes en slopestyle seraient des bons juges, mais on va dire que 80% des athlètes qui aujourd'hui concourent en slopestyle pourraient être des bons juges, parce qu'ils savent ce que c'est de préparer un run, quelle figure va avoir beaucoup de points sur tel module. Alors une grosse figure sur un module facile, c'est des points, mais pas autant qu'un enchaînement sur un step-up, step-down ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. C'est des moments que tu attends avec impatience, les contests où tu vas juger ? Disons que déjà j'ai la chance de pouvoir voyager. Quand on est là-bas, on voit tous les copains. En plus de ça, on est dans des pays qui sont pas dégueulasses, on va pas se mentir. Que quand on va à Whistler en Nouvelle-Zélande, ou quand on est par exemple en France au Jet, ou dans le coin à Innsbruck maintenant, c'est vrai que c'est hyper appréciable. Mais disons, on va dire que sur un week-end de 4 jours de slopestyle, c'est le boulot, c'est 3 heures où on est hyper sérieux, on est derrière nos écrans, et là il n'y a plus rien d'autre que ce qui se passe sur l'écran. Mais oui, c'est beaucoup de plaisir. Et à la fin, tu t'embrouilles pas avec les copains ? Non, parce que il faut faire la part des choses, et puis voilà, ça m'est même arrivé en fait, quand on est 5 juges, on regarde nos notes, et le chef juge, s'il y en a un qui a une note qui est beaucoup en dessous ou beaucoup au-dessus, il va nous dire Pierre, est-ce que tu es sûr de ta note ? Ça m'est même arrivé de un petit peu sous-juger des copains, parce que je sais... T'avais peur qu'il y ait ce biais Non, j'ai pas du tout ça, mais c'est parce qu'en fait, à force de rouler tout le temps avec les mêmes personnes, on sait exactement ce qu'ils savent faire, et du coup, quand on regarde un run, on a plus ce truc de se dire on sait comme ils roulent. Du coup, ça m'est arrivé même à l'inverse, de sous-juger des copains par rapport à d'autres gens, où je me faisais surprendre par un nouveau tricks, par un style hyper fluide ou quelque chose comme ça, quoi. Il y a un moment qui est quand même assez clé dans ta carrière, c'est la Rampage. Pourquoi est-ce que la Rampage, ça draine autant d'attention ? Pourquoi tu as voulu y aller ? Parce que tu vas pas comme ça, les mains dans les poches, en remplissant ton petit bulletin. Il faut être sélectionné, il faut avoir envie d'y aller. C'est un engagement qui est complexe. En fait, quand j'arrête le slopestyle en 2011. Donc je finis mon contrat chez Lapierre. En 2011, j'arrête le slopestyle, j'avais plus du tout envie de faire de compétition, et j'avais vraiment envie de passer à autre chose, de découvrir. Il y avait l'enduro qui arrivait, donc je voulais pas faire de course, mais j'avais envie de partir un petit peu là-dedans, de faire du voyage à vélo, des choses comme ça. C'est des trucs qui m'intéressaient. Et en fait, il me restait une année avec SRAM et une année avec Adidas en contrat, en fait. Et je voulais finir cette année, donc 2012. Et puis après, passer à autre chose, arrêter d'être pro en vélo, et puis partir sur un autre boulot, quoi. Et c'est là que l'aventure Commensal donc a commencé. Donc je me retrouve en 2012 sans contrat cadre.
Donc par connaissance, des gens que je connaissais qui bossaient là-bas et tout ça, ça faisait déjà 2-3 ans que je lorgnais un peu sur les vélos qui me plaisaient pas mal. Et donc je leur avais proposé, je leur ai dit bah voilà, moi j'ai ma saison qui est financée, envoyez-moi des cadres et je roulerai pour votre marque en fait, sans parler d'argent ni rien du tout. Et donc ça s'est lancé et puis j'ai vraiment carrément adhéré à la marque, aux gens qui travaillaient là-bas. Je suis vraiment devenu fan de tout ce groupe-là. On a fait des trucs, même la première année, qui était super intéressant avec Commensal. Et du coup, en fait, ça m'a redonné un élan de motivation. Et en fait, au mois de juin, avec un super copain, là, Vincent Sacomani, qui nous filmait à l'époque, on s'est dit, bah vas-y, on tente le truc. Et on a pris plein de rushs vidéo qu'on avait filmé tout l'hiver, les dernières vidéos qu'on avait fait avec Lapierre et les premières vidéos qu'on avait fait avec Commensal. Et on avait dit, bah on envoie ça et puis on verra. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis, je ferai autre chose, quoi. Et là, boum, début août, invitation qui tombe pour la Rampage. T'es le premier français? Non, non, je te dis une bêtise, il y en a eu avant toi, mais... Non, il y a eu avant moi, mais disons que, non, parce que la première année, j'étais avec Antoine Bizet, qui était là aussi en 2012. Mais c'est vrai que ça faisait depuis Cédric, il n'y avait pas vraiment Cédric de Français qui était retourné à la Rampage, quoi. Donc là, je me retrouve début août... à plus trop savoir quoi faire. J'étais un peu paumé parce que j'avais annoncé à Commensal que je finissais l'année puis après je faisais autre chose, et là je me retrouve participer, être sélectionné pour entre guillemets le plus gros événement de la planète sur la scène freeride slopestyle. Et donc là je les appelle, va falloir un nouveau vélo pour aller à la Rampage. Ah mais tu vas à la Rampage. Et là en fait quand j'ai vu l'ampleur un petit peu de tout ça, j'ai eu un élan de motivation et ça m'a vraiment méga remotivé en fait de voir que tout le monde me suivait, que tout le monde était à fond sur ce projet. Et donc je me suis retrouvé un petit peu de slopestyler en fin de carrière à freerider naissant, quoi. Ouais, et t'avais ce goût de la compétition parce que justement là où le slopestyle a un peu tué la passion, il n'y a rien de plus médiatisé calé que la Rampage où il y a l'hélico qui tourne, les caméras qui tournent, faut y aller, quoi. Et pourtant c'est un truc où t'as envie de prendre du temps, et c'est d'ailleurs pour ça que sont nées les Fast Series, pour se donner du temps et des choses comme ça. Ça c'est un truc qui t'a pas fait peur? Ça m'a pas fait peur parce que en fait la première année j'y suis vraiment allé. D'ailleurs mon résultat, je crois que la première année j'ai fait 17ème, on avait dû faire des qualifs et tout ça. J'y suis vraiment allé comme d'habitude, quoi, en mode découverte. Je viens, je prends du plaisir, je rencontre plein de nouvelles personnes, on va shaper une ligne. Ça a été aussi la naissance de l'amitié avec Thomas Genon. On se connaissait pas vraiment et c'est sur cette première Rampage où on s'est carrément rapproché parce qu'on a shapé, non pas la première année. Lui, il a galéré, il avait eu un problème sur son vélo et tout ça, donc il est venu m'aider à shaper, et c'est de là un petit peu qu'on s'est dit, on revient l'année prochaine, on revient tous les deux, on shape la même ligne et tout ça. Donc pareil, tu vois, de cette compétition où je suis allé un petit peu pour voir, est née une nouvelle amitié avec Thomas, et du coup je suis reparti motivé à bloc en fait pour l'année 2013 et à me dire allez, mon objectif l'année prochaine c'est de faire un top 10 à la Rampage, machin et tout ça, quoi. Donc, et tu te prépares pour aller à la Rampage? La Rampage, c'est... Parce qu'il n'y a rien de comparable en Europe. Il y avait à Châtel. Il y avait le Mountain Style à Châtel qui était un format de compétition qui se rapprochait un petit peu le plus de la Rampage, mais après en France il y a plein de spots qui sont pas aussi longs que la Rampage, mais quand tu vas à Digne, tu peux retrouver le même niveau d'engagement. Oui, à Digne il y a même certains endroits où c'est plus engagé parce que le sol est très dur. Donc quand tu vas aux Terres Noires à Digne ou quand tu vas à Clermont-Lérault, au lac du Salagou, dans les terres rouges et tout, il y a énormément de spots qui sont similaires. Après c'est pas de la poussière, c'est très difficile de shaper, donc c'est pour ça que ça ira jamais vraiment plus loin. Mais non, l'entraînement, clairement, c'est entraînement physique à mort, mais vraiment gainage. Il faut être la Rampage que les gens voient pas forcément maintenant, qui commencent à savoir. C'est qu'en fait, le jour où on part pour faire notre run le dimanche de la Rampage, en fait, ça fait déjà 10 jours qu'on passe 10 heures par jour dans le désert à casser des cailloux, à shaper une ligne, à s'entraîner à 40 degrés. À 40 degrés, avec la pression, comme tu l'as très bien dit, la Rampage, c'est une compétition, mais c'est avant tout un show télévisé. Donc toutes les 5 minutes, on peut te faire un interview, alors tu vas passer où, alors tu penses que tu vas finir combien, et sur cette bosse, tu vas faire quelle figure? En fait, déjà cette bosse, je sais même pas si je vais réussir à la sauter, donc je sais pas quelle figure je vais faire. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie-là qui d'ailleurs est un petit peu ce qui fait que ma motivation s'est aussi essoufflée par rapport à la Rampage. Le sport du freeride, j'y suis quand même allé pendant 6 ans. Malheureusement, à la fin, pour une blessure au genou, j'ai pas pu y aller la dernière année.
Mais j'ai toujours cette passion pour le freeride et pour la rampage. C'est incroyable. Et la dernière année où je suis pas allé, le niveau il a encore augmenté énormément. Tu arrives à suivre, t'es dans quel état d'esprit quand t'es en haut, là, que t'as l'hélico qui te tourne autour et que tu te dis je vais sauter 3 fois 50 mètres là. Moi en fait franchement c'était le kiff intégral. T'es zen, vraiment, t'as envie d'y aller? En fait c'est ce que je dis, c'est que par rapport à ma philosophie, le fait que j'essayais toujours de shooter pas forcément 30% plus haut que mes capacités, j'essayais vraiment de me rapprocher de ce que je savais faire. Ouais. Donc j'ai jamais non plus pris... tu prends des risques démesurés, mais on va dire, je me suis pas dit en jetant un caillou au-dessus d'une falaise, c'est bon, je vais arriver par là. Tout était plus ou moins calculé, ce qui se rapproche vraiment de mon style de pilotage en fait. Et du coup, moi quand j'étais en haut, clairement, même la dernière année où je l'ai fait, où on a fait la ligne la plus raide, ils appellent ça la ligne la plus raide de l'histoire de la rampage, avec Kyle et Cameron. Et eux ont pas fait leur deuxième run. Et moi, juste par respect déjà aussi pour les deux copains que je remercie encore d'ailleurs, qui étaient venus m'aider du Badgers Crew, Charlie et Mano, pour le respect d'eux qui ont creusé pendant 2 semaines avec moi en plein cagnard, et puis tous les gens qui nous regardent, Commensal, Fox, tous les sponsors qui m'ont soutenu, Michelin et tout ça, et puis c'est juste c'est l'aboutissement en fait ultime en fait. C'est comme quand tu prépares une vidéo et que tu présentes ta vidéo en fait aux gens, c'est le boulot. C'est un peu le saint graal quoi. Quand tu arrives à faire un run de rampage avec tout ce que tu veux faire, il n'y a pas grand chose dans ta vie que tu arriveras à faire où tu auras autant de sensations quoi. Il y a un point que tu as évoqué tout seul qui me semble être crucial dans tous tes projets, c'est le shape, mine de rien, c'est aller remuer de la terre. T'en as remué de la terre ? De la terre, je pense que le bas de mon dos, on pourrait en parler si on fait un scanner. De la terre, j'en ai brassé des kilos et j'en brasserai encore. Il y a encore des projets qui tombent où il y a... Est-ce que parfois tu vas creuser simplement pour le plaisir de proposer quelque chose aux autres ? C'est forcément pour toi ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? C'est hyper varié. Pour le plaisir pour proposer quelque chose aux autres, c'est un petit peu ça se fait tout seul parce qu'en fait déjà la majorité du temps ce qu'on shape c'est des pistes de enduro ou DH quand on fait des shuttles. On passe pas notre journée à shaper comme Nico Vink des bosses de 35 mètres parce qu'on n'a pas de machine et qu'on n'a pas de terrain pour le faire, mais du coup le but premier c'est déjà d'avoir quelque chose pour nous pour rouler, et après forcément moi je suis pas en mode alors on demande aux gens qu'on connaît, à qui on dit où est notre piste, de pas forcément tout de suite la mettre sur Strava et tout ça machin, parce que je suis vraiment pas pour ce genre de truc. Parce que pour moi ça va à l'encontre du partage du ride en fait. Donc je préfère donner rendez-vous à des gens et leur montrer venez, on va rouler ma piste, attention à tel endroit il y a un petit road gap, arrivez plus vite ou freinez là, attention il faut passer sous un arbre, plutôt que de faire une trace GPS et qu'en fait n'importe qui puisse y aller n'importe quand. Je trouve que c'est un partage, le partage numérique, c'est pas forcément mon délire. Mais le shape, que ce soit avec mon pote Max OSB Trail, où on s'est remis à creuser un champ de boss. Je les ai rejoints, ils avaient déjà un champ de boss avant, mais je les ai rejoints. Je me suis carrément réimpliqué les 3-4 dernières années, l'hiver, à les aider à reshaper le champ de boss. Que ce soit chez Jérémy Berthier et Anthony Rossi à la C1, où il y a un champ de boss, où à chaque fois qu'on y va, on arrive 1 heure en avance, on balaye, on creuse. C'est un petit rituel en fait que je trouve que se perd un petit peu, parce qu'on a cet accès facile au bike park ou aux indoors comme on peut avoir. En parler, il faut que ça creuse là, faut que les gens ils se rendent compte. Il faut que les gens creusent. C'est génial de faire 50 mètres sur une piste que tu as tracée toi-même, ça te refait ta journée. Ça vaut toute la sueur du monde. Toi tu le sais parce que tu l'as fait en fait. Mais tu as des gens qui n'ont jamais fait ça en fait. Mais même je veux dire, sans creuser une piste. Tu prends un râteau à feuilles ou un souffleur ou un balai ou ton auto-sécateur, et puis la piste que tu passes, où tu passes tous les week-ends, tu y vas et juste tu coupes un peu les branches, tu ratisses, tu refais un virage, tu améliores une bosse, tu enlèves 2-3 cailloux. Juste ça, c'est hyper gratifiant, et quand tu vas la rerouler, tu la reroules pas pareil en fait. Tu vois, nous il y a des pistes, là on a pris chez nous ça roule énormément, et on a pris le parti de pas vraiment tracer de nouvelles pistes. Donc on s'est dit, les pistes qui existent déjà en fait depuis 5-10 ans, et en fait on va juste les améliorer un petit peu, les refaire, les élargir, refaire les virages et les sauts, pour qu'on puisse les rouler encore plus.
Et là, à la fin du premier confinement, quand on a pu ressortir de chez nous, il y a 2 traces qu'on a vraiment complètement refaites, tu vois. Donc on a tout élargi, on a tout refait, on a refait les virages et tout machin. Mais là, en fait, on passe des après-midi à faire 3, 4, 5 remontées. Donc on fait grave du dénivelé, on fait 25 km et je sais pas combien de mètres de dénivelé. Mais pour nous, freerider, c'est énorme, quoi. Et on fait la piste 4, 5, 6 fois en repassant au même endroit. Et en fait, rien que le fait d'avoir modifié une section et de la passer à fond, bah juste, en fait, c'est ce que tu disais, quoi. La sensation, elle est ultime, en fait. Ah ouais, tu sais que tu as ta patte. C'est ça. Maintenant que tu as un peu d'expérience, sans vouloir dire que tu es vieux, est-ce que ton goût pour le vélo a changé? Est-ce que ce que tu roulais il y a 5-10 ans, tu l'apprécies toujours autant? Ou tu as des goûts qui évoluent? T'as forcément des goûts qui évoluent, t'as envie de découvrir aussi plein de choses. Ma passion première qui vient du BMX, qui est le dirt, je le pratique toujours. Alors maintenant que j'ai 39 ans, tu vois, je pense qu'on n'est pas beaucoup à 39 ans à faire ça, mais... Est-ce que les bosses que tu sautais à 20, tu les sautes toujours à 39? Est-ce que tu les apprécies de la même manière, on va dire? Je les apprécie de façon différente parce qu'à 20, disons que t'as l'insouciance qui fait que peu importe où tu te présentes, tu sais que ça va passer, que tu vas y arriver et que si jamais tu tombes, tu vas t'enrouler comme un élastique et que tu vas te relever et que tu n'auras jamais mal. Donc maintenant, c'est vrai que... Tu n'es plus un élastique. Non, je suis un élastique un petit peu qui a pris le soleil. mais disons que oui, la passion pour le dirt en vélo, tu vois, mon vélo dirt, c'est un des vélos que j'utilise le plus. Sauter des bosses de 50 mètres en vélo, dans tous les cas, ça n'a jamais été mon truc. Tu vois, par exemple, tous les ans, Nico, il m'invite... en Belgique et j'y suis jamais allé parce que pour moi à 39 ans aller sauter des bosses de 30 mètres juste pour je dirais pas le terme parce que c'est un terme vulgaire, mais en gros pour un petit peu se mesurer, voilà quoi. Ça m'intéresse pas parce que potentiellement je sais que je peux le faire, mais je veux pas prendre le risque de passer 6 mois avec la jambe cassée et de pas pouvoir faire de vélo, quoi. Mais quand j'ai été invité au Royal Fest, les bosses elles sont déjà énormes, quoi. Tu vois, la dernière elle faisait déjà quand même 27 mètres. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie toujours et c'est toujours pareil, c'est le groupe de potes avec qui je roule, mon petit frère Louis Reboul, quoi, tu vois, avec qui on roule tout le temps, et ben il est tout le temps là en train de me challenger mais de façon saine, quoi, tu vois, allez tonton continue, on va rouler, tu vois, il me motive tout le temps et du coup forcément même plus que de gagner une compétition, tu vois, quand les jeunes avec qui je roule ils me disent oh attends c'est bien, t'as bien roulé, ben pour moi c'est carrément plus gratifiant que de gagner un contest ou un truc où tu vois, parce que eux ils me connaissent vraiment, tu vois, ils savent comment je roule et ils savent que quand j'ai fait telle figure sur tel boss, et ben je me suis surpassé énormément, quoi. Justement, tu parles des petits jeunes parce que là t'as les petits jeunes qui te félicitent, mais il y a eu la machine inverse aussi, c'est toi qui as donné un coup de main ou qui a probablement donné des conseils à des gens qui ont grandi aujourd'hui et qui sont bien en place. Ça c'est un peu l'histoire de ma vie dans le vélo, quoi. Quand j'avais 16 ans, je faisais du vélo avec des mecs qui avaient mon âge, et puis quand j'ai eu 20 ans, les mecs de mon âge ils ont acheté des bagnoles et ils sont allés en boîte et ils se sont bourrés la gueule, ils ont arrêté de faire du vélo. Donc à 20 ans je faisais du vélo avec ceux qui ont 16 ans et puis ça s'est toujours un petit peu décalé et maintenant je me retrouve à 39 ans et quand je suis au champ de boss, on va dire qu'ils ont entre 15 et 10 ans de moins que moi et qu'on partage la même passion, quoi. C'est toi qui t'as acheté une bagnole maintenant? C'est moi qui en ai acheté plusieurs. Ça c'est une autre de tes passions, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Disons que à Lyon. Allez, confesse-toi. Ouais, non, disons qu'à Lyon, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé les bagnoles, mais très très vite, quand j'ai eu le permis, je me suis fait stopper dans mon élan de rouler vite sur la route par nos amis des forces de l'ordre. Donc ça m'a tout de suite calmé. Je me suis dit bon, la voiture, ce sera un truc utilitaire. Et donc pendant plein d'années, j'ai toujours résisté à des Anthony Tomassi, tous les copains de Lyon qui achetaient des grosses bagnoles et qui faisaient les cons sur la route, quoi. Et je me suis toujours dit non mais c'est bon, laisse-les faire, fais du vélo, va faire de la moto d'enduro, va faire la moto trial, laisse-les tranquilles. Et il y a 2 ans j'ai craqué, voilà. T'as craqué pourquoi? Donc j'ai craqué pour une BMW E36, le Saint Graal. Est-ce que ça fait de toi un homme heureux? Ça me fait moi complètement un homme heureux. C'est le premier sport que je pratique, parce que c'est un sport que je pratique hors vélo, moto et tout ça, où après un dimanche de circuit où j'ai fait 320 km en tournant autour d'une piste et 8 heures de bagnole, je charge ma voiture, je monte dans mon camion, je suis pas fatigué et je me suis régalé, quoi. donc voilà, ouais, c'est un nouveau sport qui malheureusement coûte très très cher. Donc il faut choisir ses week-ends et c'est pas le sport que tu peux pratiquer tout le temps comme le vélo qui est un sport qui est facile.
il faut aller sur une piste, il faut que la piste soit mouillée parce que moi j'ai pas une voiture qui fait 500 chevaux, donc on roule sur une piste mouillée. Il faut préparer sa voiture, il y a beaucoup de mécanique, c'est ça aussi qui me plaît, c'est l'aspect mécanique qui a toujours été aussi une passion. Sur les vélos aussi, ça t'a toujours intéressé ? Toujours, j'ai toujours fait ma mécanique moi-même, j'ai toujours essayé de comprendre un petit peu comment ça marchait, j'ai toujours réglé mes suspensions. Justement, ça m'amène à ma question suivante, c'est qu'aujourd'hui tu as 39 ans mais tu es toujours professionnel du vélo. Ça passe toujours par des marques qui te sponsorisent, mais aujourd'hui c'est en partie pour l'image, mais je pense que tu peux plus rivaliser avec les petits jeunes sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, tu m'arrêtes si je me trompe. Non. Mais tu as une valeur ajoutée qui est différente et tu peux peut-être me parler de ce que tu fais avec Michelin ou avec Fox par exemple. Exactement, donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus payé pour gagner la Cran Corse parce que j'y vais plus, je vais plus être payé pour faire un top 5 à la Rampèche parce que j'y vais plus, mais je pense que pour une marque c'est important aussi d'avoir des gens qui font pas que de la compétition, qui peuvent se rapprocher aussi du public, et c'est vrai qu'indirectement on en est arrivé là avec les marques avec lesquelles je travaille. Que ce soit, comme tu disais, avec une marque comme Michelin ou depuis 2011 que je travaille avec Michelin, en 2012 j'ai attaqué avec eux le développement, donc ça fait 8 ans. Et c'est des séances de testing de pneus, donc je me suis jamais revendiqué comme tel et j'ai jamais été le gars le plus rapide sur un vélo, mais disons que j'ai ce bon feeling de savoir quand un pneu va marcher, quand il va pas marcher. Et puis on peut aussi énormément dégrossir et gagner du temps pour les pilotes de Coupe du Monde, que ce soit en enduro ou en DH, ou même j'ai même fait des tests pour des pneus de cross-country. Donc on dégrossit, ils avaient besoin de quelqu'un qui avait pas forcément quand on faisait des tests avec Nico Vouilloz, c'est exactement ce qu'il veut. Voilà, lui, en fait, il vient pas développer un pneu. En fait, il vient choisir le pneu qu'il va falloir. Alors, ce pneu-là, ce modèle-là, j'en veux 15 de là pour telle course. Celui-là, il faut que tu m'en fasses 12 pour finale Ligure et machin et trucs. Moi, j'ai essayé les pneus. Je disais, voilà, celui-là, il marche bien dans telles conditions et tout. Donc, c'était un boulot qui était assez intéressant. Et puis, j'ai aussi ce côté assez proche du public. Je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert, même si les petits jeunes d'Instagram pourront dire l'inverse, parce que tout le monde veut venir rouler chez nous, mais personne n'y arrive. Mais disons que c'est la partie du boulot que j'ai développé aussi avec Fox, où on va rouler avec les gens. Un Loïc Bruni, un Loris Vergier, ils ont leur compétition tous les week-ends. Ils vont pas forcément prendre une semaine pour faire le tour de l'Europe, pour aller rouler tous les bike parks avec les fans de vélo, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant avec Fox, qu'on a aussi entamé de faire avec ProBike, avec des journées, des trucs comme ça, avec les tutos qu'on présente aux gens. Et c'est une partie du boulot que j'adore. D'ailleurs, je considère pas forcément comme un travail, parce que c'est un peu comme si j'allais rouler avec des gens. C'est juste qu'il y a des petites bannières avec des logos derrière nous qui rappellent que c'est sponsorisé par une marque. Mais ouais, c'est une partie que j'apprécie particulièrement, parce qu'on reste dans le partage de notre passion qui est le vélo, et on découvre des gens exceptionnels qui sont pas connus, qui en ont complètement mais rien à faire de la compétition, d'avoir le petit jersey dernier cri. C'est juste des gens qui roulent énormément et du coup qui ont besoin de produits qui tiennent et des produits de qualité, en fait. Est-ce que toi tu progresses encore quand tu es sur un vélo ? Non. Est-ce que tu progresses en e-bike, parce que tu fais de l'e-bike aussi, c'est quelque chose que tu as découvert comme tout le monde ces dernières années? Non, disons que voilà, j'ai pas du tout de problème d'ego par rapport à ce que j'ai fait. Je suis très fier de tout ce que j'ai fait dans ma carrière, mais forcément maintenant je fais encore des figures, par exemple en dirt. Et on va dire que si aujourd'hui mon objectif c'est d'arriver à pouvoir encore faire 30-40% des figures que j'ai préféré faire pendant ma carrière de slopestyler, que je fais encore aujourd'hui, tu vois, que ce soit des 3-6, des bar spin, des flips, des tail whip, tu vois, des tricks un peu différents. Mais non, je vais clairement pas du tout la motivation de me dire allez, je vais apprendre. Il y a des figures que j'aimerais bien apprendre, comme les 720 un peu cork et tout ça, qui ont l'air vraiment exceptionnelles à faire, mais j'ai pas du tout envie de me flinguer le genou, de me casser le coude ou de me tordre le cou pour apprendre une figure juste pour l'apprendre, quoi. T'as été obligé de prendre un peu plus conscience de ton corps et d'y faire un peu plus attention, ou... En fait je dois être fait dans un truc assez solide quand même. Mes parents ils se sont bien démerdés parce que mine de rien, on va dire jusqu'à 2017 en fait, donc c'est 10 années où j'ai quand même fait je me suis quand même un peu maltraité, tout en faisant quand même de la prépa physique et tout. J'ai pas eu de gros pépins à part cette histoire de genou qui est arrivée un petit peu tardivement, quoi. Et là vraiment ça a vraiment mis j'ai quand même mis vraiment 8 mois avant d'arriver à reprendre le vélo sérieusement sans avoir une douleur le soir et tout ça. Donc c'est vrai que maintenant
Je réfléchis à 2 fois avant de dire allez poussez-vous les jeunes, je vais vous montrer comment ça se passe. De mon temps, réfléchissez pas avant de sauter une bosse. Ça arrive encore, mais très rarement. Mais ouais, disons que je fais vraiment attention, j'essaie d'avoir une hygiène de vie. Bon, les bières et la côte de bœuf, ça fait pas partie de l'hygiène de vie. Et le vin rouge, ça c'est normal. C'est une dérogation. On a une attestation pour ça. Voilà. Mais non, mais oui, voilà, je fais du sport, je m'entretiens tous les matins, je fais un quart d'heure d'étirement. Tu parlais des jeunes et des moins jeunes, t'as des riders qui t'impressionnent vraiment? Les riders qui m'impressionnent le plus, c'est pas forcément par leur niveau, mais c'est plus par ce qu'ils sont vraiment. On veut des noms. Loïc Brognier. Ouais. Voilà, c'est pas du tout parce que il est champion du monde qui m'impressionne, mais c'est juste que je trouve que c'est le représentant idéal pour le sport. Je parle pas du tout de marque, de sponsoring, de machin. Ouais, bien sûr. Pour moi, Loïc, c'est vraiment le gars, il est accessible, il parle à tout le monde, il se prend pas la tête, ça vaut être le meilleur sur le vélo, à mon avis, hein, c'est mon opinion personnelle. Voilà, le gars, ça reste un mec cool, il sait qu'il a été bien élevé par son père, on va dire. Mais voilà, il reste humble, il a cette passion pour le vélo. Si demain je pense qu'il arrête de faire des courses, il fera toujours du vélo. On a vu plein de mecs qui étaient super forts en vélo, du jour où ils ont arrêté de gagner des courses ou des contests, ils ont plus du tout jamais fait de vélo. Donc non, oui, Loïc, tous les petits jeunes avec qui je roule aussi, Louis, Nico Terrier, Jérémy Berthier, tous ces jeunes, ils m'impressionnent énormément de par ce qu'ils savent faire et parce que je les vois aussi évoluer. Et puis forcément, tous les jeunes de la scène slopestyle actuelle, les Paul Couder, il a une volonté hors norme en fait. Et puis les Émile, un mec aussi comme Thomas Genon qui maintenant qu'on a commencé quasiment en même temps, sauf que lui il avait 13 ans et que moi j'en avais 25 quoi. Mais disons que maintenant il fait partie des vieux du slopestyle. Et le gars, il a une motivation pareil, indétrônable, il est toujours aussi motivé, il a son terrain chez lui, il s'entraîne tous les jours. Et ça, pour moi, ça m'impressionne plus que des résultats parce que le gars vit vraiment, il n'est pas juste sponsorisé parce qu'il est bon au vélo, le gars il vit vélo quoi. Le soir, il se couche, quand il éteint son téléphone et qu'il éteint la lumière, il dit demain matin à 9h, je suis sur mon vélo quoi. C'est ça souvent que les jeunes ou que les moins jeunes n'ont pas forcément compris. C'est ouais, toi t'as de la chance, t'es sponsorisé. En fait, moi je m'en fous d'être sponsorisé parce que Fox ils vont m'envoyer un casque ou un machin. C'est unique, faut que t'aimes ça quoi. Voilà, moi le but d'être sponsorisé, c'est que tous les jours je puisse faire du vélo. En fait, c'est vraiment ça le but du truc. Et quand les jeunes me demandent ouais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sponsorisé, la question que je leur la réponse que je leur fais à chaque fois, c'est est-ce que t'aimes le vélo? Et je pense qu'il y en a la moitié voire 90% qui se disent il est fou lui, bien sûr que j'aime le vélo. Non, mais est-ce que t'aimes vraiment le vélo? Parce que quand tu te retrouves au sommet de la Rampage ou quand t'es au Crankworx à Whistler et que t'as je sais pas combien de milliers de personnes qui te regardent et qu'il faut que tu fasses ce que tu dois faire. Ouais, là t'es pas sur Instagram là. Ce que t'es payé pour faire, là t'as pas 10 essais sur Instagram où c'est pas ton copain qui te filme en train de casser un virage sur un bike park ou d'essayer 10 fois de faire un backflip sur une bosse quoi. T'as 1 minute pour faire ce que tu t'es entraîné depuis 6 mois pour faire quoi. Donc si à ce moment-là en fait t'es devenu pro pour les mauvaises raisons, et en fait c'est juste que tu vis l'enfer en fait. Merci Pierre-Edouard Ferry. À bientôt. Allez, à bientôt. Le Lunch Ride c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et merci à Pro Bike Shop de nous avoir accompagnés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejemag.com, au format papier sur Votre Jeu Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.